premier graphique ici à gauche vous donne pour toute une série de grandes villes européennes sur deux colonnes, donc les années 60-70 ici et disons les 20 dernières années dans la deuxième colonne, vous donne les performances économiques relatives de ces villes par rapport à leur contexte national. Donc quand c'est vert, et ça vous voyez de loin, quand c'est vert, ça veut dire que ces villes ces régions urbaines, ont des taux de croissance qui sont supérieurs à leur moyenne nationale. Quand c'est blanc, c'est l'inverse. Et vous voyez tout de suite que pendant les années 60-70, en général, dans la plupart des cas, sauf peut-être les villes allemandes, les performances de ces grandes régions métropolitaines étaient moins bonnes que les économies nationales dans lesquelles elles étaient insérées. Alors qu'au contraire, à partir de 1995 et à partir du début des années 2000, en général, c'est l'inverse. Les performances des régions métropolitaines, surtout si on les prend au sens large avec leur périphérie urbaine, deviennent meilleures que les économies nationales dans lesquelles elles se situent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous assistez à la phase de désindustrialisation des grandes villes. N'oubliez pas que Bruxelles, dans les années 60, est de loin la ville la plus industrielle du pays. C'est celle qui occupe le plus d'emplois ouvriers à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, il reste peut-être 5000 véritables emplois ouvriers dans l'industrie à Bruxelles. Donc, phase de désindustrialisation qui affecte l'économie de ces grandes villes, à un moment où les industries ont tendance à se périphériser, soit vers les périphéries des pays, soit vers le reste du monde. Et puis, dans la phase, entre guillemets, post-industrielle, vous avez ces grandes villes qui deviennent les nœuds, les noyaux de l'insertion dans une économie mondiale globalisée, tertiarisée, avec ces grandes villes qui sont les lieux de concentration, si vous voulez, des services de haut niveau, qui tissent, si vous voulez, leurs liens sur l'économie mondiale. Et dans ce contexte-là, elles ont des performances économiques qui deviennent meilleures que leur moyenne nationale. On va voir tout de suite que performance économique meilleure, ça ne veut pas dire nécessairement une amélioration de la situation sociale d'une partie importante de la population qui habite dans ces villes, parce qu'évidemment, ces services de haut niveau qui tirent vers, y compris des services entre guillemets politiques, je pense par exemple à l'implantation des institutions européennes à Bruxelles, ce sont des activités qui, en général, utilisent très fort des emplois de très haute qualification. Et donc, il y a nécessairement une partie importante de la population urbaine, en particulier avec la reprise de l'immigration à laquelle on a assisté, qui n'a pas les qualifications requises pour répondre à ce type d'emploi. Alors, dans ce contexte-là, Bruxelles a une position assez spécifique. Alors, vous avez ici un tableau qui classe une série de villes, de grandes villes européennes, en fonction de différents critères. Et dans la première colonne, vous avez la localisation des sièges sociaux, donc des sièges sociaux des plus grandes firmes mondiales. Et vous voyez que là, par rapport aux grandes villes européennes, Bruxelles est en queue de classement. Ça signifie quoi? Ça signifie que le capitalisme belge a disparu. Les grandes firmes belges ont disparu, les grandes firmes industrielles se sont fondues dans le capitalisme financier international après la disparition de la Société Générale, et les sièges de direction de ces capitaux sont partis à Amsterdam, ou sont partis à Paris, ou sont partis ailleurs. À l'inverse, si je regarde la dernière colonne, ou les deux dernières colonnes, où vous avez le capital social et les institutions politiques, l'importance politique, vous voyez que Bruxelles se place en tête de classement. Et se place en tête de classement
essentiellement évidemment à cause de la présence des institutions européennes à Bruxelles, plus l'OTAN, etc. Et entre les deux, vous avez la place de Bruxelles dans les réseaux de firmes de services avancés. Et vous voyez que là, la place de Bruxelles est intermédiaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bruxelles n'est pas une ville où les décisions économiques se prennent en dernier recours. C'est une ville où les décisions politiques se prennent, et puis elle joue le rôle d'interface entre les réseaux économiques et les réseaux politiques. Si on faisait une typologie des grandes régions métropolitaines mondiales, il n'y a peut-être que deux villes qui sont dans ce cas-là à l'échelle mondiale, c'est Bruxelles et Washington. Washington est aussi une ville où il y a très peu de sièges sociaux de grandes firmes américaines, mais par contre il y a le pouvoir politique et donc il y a tous les réseaux de firmes de services avancés, de firmes de juristes, etc. qui sont là présents parce qu'évidemment il faut faire le lien entre le système économique et le système politique. Ça a aussi d'ailleurs une conséquence que vous voyez dans cette colonne-ci, c'est que Bruxelles est faible en recherche-développement. Pourquoi? Parce que la recherche-développement, c'est un secteur éminemment stratégique, évidemment, pour les grandes firmes. Et ce qui est stratégique, elles gardent tout près de leur siège social. Donc s'il y a peu de sièges sociaux de grandes firmes à Bruxelles, il y a aussi peu de recherche-développement. Il y a beaucoup de recherche à Bruxelles, au point de vue scientifique, surtout si on inclut la grande région métropolitaine jusque Louvain-la-Neuve ou jusque Louvain. Bruxelles est un pôle très important au point de vue recherche, mais pas au point de vue recherche-développement. Donc il n'y a pas de transformation à Bruxelles de cette recherche en application industrielle. Alors voilà donc un petit peu fixé les caractéristiques très particulières de Bruxelles comme petite ville mondiale dans ses réseaux internationaux. Maintenant, comme je vous l'évoquais déjà il y a un instant, cette prospérité économique qui est liée à ce rôle d'interface internationale de Bruxelles va impliquer une déconnexion par rapport à la prospérité sociale, si vous voulez. Deux chiffres déjà qui montrent très bien cela. Bruxelles capitale, donc 19 communes, représente à peu près 20% du PIB belge. Mais 7% et demi des revenus fiscaux belges. Et donc, vous voyez qu'il y a cette déconnexion dont on va voir évidemment qu'elle est fortement aggravée dans le cas de Bruxelles par le fait que, je dirais, les riches habitent à l'extérieur, donc en dehors des limites de Bruxelles-Capitale. Alors, donc, cette économie tertiarisée de haut niveau de Bruxelles, qui est donc caractérisée par une très faible importance de l'industrie, un fort poids des services financiers, des services administratifs, des services aux entreprises, c'est une économie dont la croissance crée relativement peu d'emplois. Non seulement elle crée des emplois très qualifiés, mais elle crée relativement peu d'emplois parce que les seules firmes qui vont s'installer à Bruxelles sont celles qui trouvent que ça vaut la peine de payer, entre autres, les rentes foncières ou les coûts de congestion qui sont impliqués par la présence dans la capitale. Ça vaut la peine parce qu'on est au cœur des réseaux. Et tout ce qui est emploi de moindre qualification, qui n'a pas besoin d'être dans ces localisations chères, très centrales, va se mettre ailleurs. Ailleurs, ça peut être en périphérie, hors des limites de la région de Bruxelles-Capitale, ou ça peut être ailleurs dans le reste du pays. Donc, les emplois qui se concentrent à Bruxelles sont des emplois de très haute productivité. Vous voyez ici que la valeur ajoutée par emploi à Bruxelles est pratiquement 20% supérieure à la moyenne nationale. Anvers, c'est 12%. Et le reste de la Flandre, et encore plus le reste de la Wallonie, c'est nettement en dessous de la moyenne nationale. Donc des emplois de très haute productivité, mais ça veut dire évidemment des emplois
qui nécessitent des qualifications en moyenne bien supérieures à la moyenne nationale. Et donc vous voyez évidemment vers quoi je veux arriver. C'est le problème que cette croissance bruxelloise est peu créatrice d'emplois et surtout peu créatrice d'emplois de faible qualification dans une ville dont on va voir évidemment qu'elle est un rassemblement important de personnes à faible qualification et en particulier dans les personnes d'origine immigrée. Et ça se traduit par ce graphique qui est là. Alors ce graphique vous donne, par exemple au niveau de la Belgique et puis la Flandre et la Wallonie, vous donne les fluctuations du chômage sur des temps moyennement longs. Alors vous voyez qu'il y a des montées et des descentes qui correspondent évidemment aux fluctuations conjoncturelles. C'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde. Quand le chômage s'améliore, ça veut dire que la conjoncture va mieux. Quand le chômage se détériore, ça veut dire que la conjoncture va moins bien. Eh bien à Bruxelles, non. À Bruxelles, le chômage ne se réduit pas, ou pas fort, quand la conjoncture s'améliore. En tout cas beaucoup moins qu'en Flandre et même qu'en Wallonie. Les fluctuations sont... Parce que ce chômage à Bruxelles est devenu un chômage de type structurel, c'est-à-dire un chômage lié à l'écart entre les qualifications requises sur le marché du travail bruxellois et les qualifications d'une part importante de la population, non pas qui travaille à Bruxelles, mais qui habite à Bruxelles. Et donc, comme vous le disiez, les impacts de cette situation sont aggravés dans le cas de Bruxelles par le caractère très restreint de la région de Bruxelles-Capitale par rapport à la région métropolitaine réelle, c'est-à-dire par rapport au bassin d'emploi. Alors, vous avez en blanc les 19 communes et en couleur le reste du bassin métropolitain, le reste du bassin d'emploi. Alors, les couleurs sont différenciées. Le rouge, autour de Bruxelles, c'est ce qui est l'agglomération morphologique, donc l'agglomération densément bâtie qui prolonge directement la région de Bruxelles-Capitale. Et puis, vous avez l'orange, essentiellement le Brabant wallon, mais aussi maintenant le nord-est du Hainaut. L'orange, ce sont des régions qui font partie du bassin d'emploi bruxellois, mais qui ont été très largement peuplées par des périurbains venant de Bruxelles ou venant du reste du pays, mais se rapprochant de Bruxelles. Donc, si vous voulez, c'est la banlieue lotissement, pour faire un peu simple. Alors que le jaune, par exemple, la vallée de la Dendre, ici, ou le Pajottenland, ce sont plutôt des régions où les gens viennent travailler à Bruxelles, mais sont plus originaires du lieu. Ce sont par exemple des ouvriers du textile dont les enfants se sont reconvertis comme fonctionnaires de niveau intermédiaire qui viennent à Bruxelles tous les jours, ou employés souvent de niveau intermédiaire qui viennent à Bruxelles tous les jours. Mais ce qui est intéressant de voir, ce sont toutes les communes avec un petit point, avec une petite tache. Alors, ces communes avec un petit point, c'est les communes dont le revenu par habitant est supérieur de 15% à la moyenne nationale. Vous voyez qu'il n'y en a plus que 2 aujourd'hui à Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre et Uccle, qui sont au-dessus de 15% de la moyenne nationale. Pour vous montrer l'évolution, en 1965, le revenu moyen par habitant des habitants de Bruxelles, toutes communes des 19 communes, était de 50% supérieur à la moyenne belge. Aujourd'hui, il est de 20% inférieur à la moyenne belge. Donc vous voyez la dégringolade. La périphérie, elle est entre 15 et 20% au-dessus de la moyenne belge. C'est resté plus ou moins constant depuis cette époque-là jusqu'aujourd'hui. Et donc, dans le cadre du système fédéral belge, où une part importante des revenus des budgets locaux, régionaux ou communaux est fonction du revenu des personnes résidentes et pas de l'activité économique qui se déroule sur place, eh bien, le résultat, c'est que, je vous l'ai dit, 20% du produit, mais 7% et demi, entre 7% et demi et 8% du revenu, ça veut dire un sous-financement structurel de la région de Bruxelles-Capitale.
Alors il y a des petites compensations, il y a le fonds Belliris, etc. Mais c'est quand même des broutilles par rapport à cette situation. Donc, or, dans notre système fédéral, les infrastructures sont payées par les régions, par le chemin de fer. Et donc, finalement, vous avez une région qui doit construire beaucoup d'infrastructures, qui doit entretenir beaucoup d'infrastructures, qui sont payées par les pauvres qui habitent Bruxelles, mais qui profitent aux riches qui ne les payent pas et qui habitent à l'extérieur. Et donc, évidemment, le problème de l'écart entre la croissance économique et la croissance de l'emploi est accentué à Bruxelles par le fait que les riches habitent à l'extérieur et les pauvres habitent à l'intérieur. Si on était dans une ville à la française, où les riches habitent plutôt au centre et les pauvres en périphérie, la situation serait déjà différente. Et si on était dans un système de financement qui se calquait sur les modèles internationaux, ce serait encore beaucoup plus différent, puisque vous savez qu'à l'intérieur des pays européens, le travail est taxé au lieu d'emploi et pas au lieu de résidence, alors qu'ici, on est dans une situation qui est exactement inverse. Évidemment, il n'y a aucune chance que ça change, puisque vous imaginez bien que, je ne sais pas, les députés bruxellois, ça doit faire 10% du Parlement, ni la région flamande, ni la région wallonne n'ont aucun intérêt à changer le système de financement des régions, puisqu'il y a un transfert qui correspond plus ou moins à 12,5% du PIB belge, qui se fait depuis la région bruxelloise vers les deux autres régions, à peu près 2/3 vers la Flandre et à peu près 1/3 vers la Wallonie. Bien, ça c'est ce que je vous avais déjà dit. Alors, donc, une dualisation sociale entre la région de Bruxelles-Capitale et sa périphérie. Et derrière ça, vous comprenez évidemment pourquoi non seulement il n'y a pas de transferts fiscaux qui se font, mais vous comprenez aussi pourquoi, par exemple, les communes périphériques, au-delà des aspects linguistiques éventuels, n'ont aucune intention de mettre en œuvre une communauté urbaine métropolitaine pour gérer, par exemple, les transports publics, parce que ça impliquerait évidemment nécessairement une gestion financière intégrée, qui n'est évidemment pas du tout dans leur intérêt. Bon, alors à côté de cette dualisation sociale entre la région de Bruxelles-Capitale et sa périphérie, il y a la dualisation à l'intérieur de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, j'aime bien ce transept, c'est le transept de l'ouest vers l'est à Bruxelles. Ça, c'est Watermal-Boisfort, ça, c'est Molenbeek, et entre ça, il y a les touristes. Enfin, il y a le centre historique, mais c'est pour les touristes et éventuellement pour les loisirs plus ou moins gentrifiés. Voilà, ça résume un petit peu en trois photos l'opposition est-ouest dans Bruxelles. Alors, regardons ça un peu plus en détail. Le revenu médian par déclaration d'impôt. Bon, vous avez une image qui est évidemment bien connue, les quartiers riches à l'est et au sud-est, riches mais néanmoins moins riches qu'avant, puisque vous avez vu qu'il n'y a plus que Woluwe-Saint-Pierre et Uccle qui sont 15% au-dessus de la moyenne nationale, des quartiers en deuxième couronne occidentale qui sont en revenus intermédiaires, et puis le croissant pauvre qui entoure le centre de la ville par l'ouest avec les revenus les plus faibles. Bon, c'est une image qui est bien connue et qu'on retrouve presque quel que soit l'indicateur social qu'on prend à Bruxelles. Alors, cette opposition dans les revenus, évidemment, vous allez la retrouver, et ça nous renvoie au problème de l'accès à l'emploi, vous allez la retrouver dans les niveaux d'enseignement. Je dis d'enseignement plutôt que formation, on peut discuter pourquoi par la suite. Un déficit d'enseignement, un déficit de niveau d'enseignement
dans ces quartiers qui sont les quartiers pauvres. Et évidemment, c'est donc là que vous allez retrouver les plus grandes difficultés d'accès à ces emplois qui sont en moyenne de haute qualification, qui sont créés par la croissance économique à Bruxelles. Alors, donc, vous avez ici la part des chômeurs dans la population active, et on peut directement mettre cette carte de la part des chômeurs en liaison avec ici les niveaux de formation, enfin les niveaux d'enseignement. Alors vous voyez la carte qui est là, les couleurs correspondent à une série de types qui sont résumés sur le graphique qui est là au-dessus. Donc quand vous êtes dans des couleurs rouges, ça veut dire un grand pourcentage de gens qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un diplôme d'enseignement primaire. Quand vous êtes dans les couleurs bleues, vous avez un grand pourcentage qui ont un diplôme au moins universitaire. Vous voyez que dans le type 8, là par exemple, dans le bleu foncé, vous arrivez à plus de 50% de la population, en tout cas de la population adulte, qui a un diplôme universitaire. Et vous avez exactement la même chose que la carte des revenus ou que la carte du chômage. Vous avez des niveaux très élevés à l'est et au sud-est qui diffusent maintenant sur le centre-ville. Et ça, c'est l'effet de la gentrification dont on parlera tantôt, dont Mathieu Van Krieking va vous parler tantôt. Donc une espèce de reconquête du centre-ville, en particulier par des jeunes bien éduqués, isolés, dont on va vous reparler. Vous avez dans les jaunes des niveaux intermédiaires de formation, c'est-à-dire la seconde couronne occidentale, et puis vous avez dans les rouges ou les rouges foncés, vous avez les niveaux de formation les plus faibles, avec dans les rouges foncés, vous avez plus de 50% de la population qui soit n'a pas de diplôme, en tout cas pas de diplôme belge, ou un diplôme de primaire au maximum. Mais en plus de cet écart de formation qui, évidemment, explique le chômage, il y a un élément supplémentaire qui vient le renforcer, qui sont toutes les discriminations sur l'accès au marché du travail. Alors, discriminations qui peuvent être soit des discriminations effectives, il s'appelle Mohamed donc on ne l'engage pas, mais qui peuvent aussi être des discriminations de fait, parce que tout simplement, y a des gens qui n'ont pas les mêmes réseaux que les autres pour accéder au marché du travail. Il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments de discrimination répréhensible, si vous voulez, mais qui peuvent être liés au fait qu'on ne va pas se présenter avec une cravate et des chaussures, mais on va en basket, et puis voilà, c'est pas la même chose, où on n'a pas les réseaux, qu'on n'est pas les bonnes personnes, que sais-je. Et ça, vous le voyez sur cette carte qui est ici. Alors, la carte qui est là, elle vous montre le niveau, si vous voulez, de valorisation du diplôme. C'est-à-dire qu'on a comparé les niveaux de chômage avec les niveaux que l'on aurait pu attendre en fonction des diplômes des différentes catégories, des différentes parties de la population. Donc, quand vous avez des couleurs vertes, ça veut dire qu'on a moins de chômage que ce que l'on pourrait imaginer vu le niveau de formation des gens dans le quartier. Et quand vous avez des couleurs rouges, c'est l'inverse. Et vous voyez que non seulement là, les gens sont bien éduqués, ont un niveau élevé d'enseignement, mais en plus c'est en vert, c'est-à-dire qu'en plus, ils sont plus employés encore que ce qu'on pourrait imaginer vu leur niveau de diplôme. Et là, c'est l'inverse. Non seulement ils ont des niveaux de formation faibles, mais en prime, ils ont encore plus au chômage que ce qu'on pourrait imaginer en fonction de leur niveau de diplôme.
Bon, bah ça, c'est sans doute justement un effet de réseau, un effet peut-être de quartier, là on peut discuter, mais en tout cas un effet de réseau ou un effet d'encadrement social global. Ça vous en arrivez par exemple à ce que des gens qui ont un niveau de diplôme du secondaire inférieur à Watermal-Boisfort sont moins au chômage que des gens qui ont un niveau de diplôme universitaire dans le bas de Molenbeek. Hein, donc, c'est pas seulement le diplôme qui joue, il y a un effet supplémentaire qui est lié à l'environnement social dans lequel les personnes se trouvent. Alors, cette opposition Est-Ouest à Bruxelles, c'est quelque chose qui était inscrit dans les temps très longs de l'histoire, depuis la fondation de la ville pratiquement, depuis le Moyen-Âge. Alors voilà un plan de Bruxelles de Jacques de Deventer, c'est le premier plan de Bruxelles au milieu du XVIe siècle. Vous voyez que vous aviez donc la première enceinte et puis la deuxième enceinte qui correspond au boulevard de Ceinture. Et vous voyez que dans cette ville du XVIe siècle, mais déjà depuis le XIIIe ou le XIIe, ben vous avez des lieux de pouvoir qui sont d'une part ceux des marchands dans le fond de la vallée, hein, avec la Grande Place évidemment, qui est le lieu du marché principal et l'hôtel de ville, et vous avez le pouvoir de l'église à Saint-Gudule ou le pouvoir du duc de Brabant sur le Codenberg, hein, et donc c'est une opposition qui est en partie liée à l'opposition topographique. Il y a ceux qui dominent et il y a ceux qui sont dominés. Et puis ceux qui sont dominés sont occupés à des activités qui sont liées au trafic sur la Seine, puis sur le canal par la suite, ou qui sont liées éventuellement à des activités artisanales. Alors, cette opposition Est-Ouest à l'intérieur de la ville depuis le Moyen-Âge, elle va évidemment se prolonger. Elle va se prolonger quand la ville va sortir, à partir des années 1830, va sortir du Pentagone historique. Hein. Les quartiers qui vont être près des lieux de pouvoir, avenue Louise, quartier Léopold d'abord, avenue Louise, etc., vont être les quartiers de personnes aisées, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, et dans le bas de la ville, le caractère populaire va se renforcer encore avec l'industrialisation le long du canal, le long des voies de chemin de fer, hein, ce qui va accentuer une différenciation sociale qui existait déjà avant la révolution industrielle, mais qui va être accentuée par la révolution industrielle. Alors, pour terminer, l'impact du renouveau démographique bruxellois sur cette situation. Vous avez ici une courbe qui vous donne l'évolution de la population de Bruxelles. Je vous ai dit, dans les années 60-70, la croissance économique était plus faible que la moyenne belge, et ça s'accompagnait aussi d'une baisse de la population bruxelloise. On passe d'un maximum vers 1 075 000 habitants à la fin des années 60, et on descend 950 000 habitants, 948 000 habitants au milieu des années 90. Mais depuis lors, il y a à Bruxelles une croissance démographique absolument extraordinaire. Je pense que ça doit être une des plus fortes, sinon la plus forte dans les grandes villes européennes, puisqu'on est passé de 950 000 habitants en 20 ans à 1 200 000 habitants. Plus 250 000 habitants en 20 ans, c'est absolument extraordinaire. Mais pourquoi cette croissance démographique? Alors, vous avez les petites barrettes ici, en dessous de zéro, qui vous donnent le bilan des mouvements entre Bruxelles et le reste du pays. Et le reste du pays, c'est très largement la périphérie bruxelloise. Et vous voyez que ça n'a pas diminué. On reste toujours entre 10 et 15 000 personnes en bilan négatif par an qui quittent Bruxelles pour aller vers la périphérie.
Et ces personnes-là, c'est les classes moyennes. Et donc, ça affaiblit encore plus la base fiscale bruxelloise, parce qu'ils n'ont pas des revenus nécessairement très élevés, mais ils sont nombreux. Donc, en volume d'affaiblissement de la base fiscale, c'est important. Et à l'inverse, vous avez les petites réglettes claires, la grille claire, qui, elles, représentent le bilan des échanges entre Bruxelles et l'étranger. Et là, vous voyez qu'il y a une explosion, je dirais, de l'immigration, sachant que l'immigration, c'est à peu près pour 2/3 une immigration pauvre, mais aussi pour 1/3 une immigration riche, mais une immigration riche dans laquelle il y en a pas mal qui ne payent pas d'impôts. Enfin, qui payent. Alors, ils vont tous vous dire qu'ils payent des impôts, mais ils payent des impôts à l'Union européenne, c'est-à-dire que ça n'aide pas, évidemment, au refinancement de la région de Bruxelles-Capitale. Et puis, cette immigration a un effet supplémentaire, c'est qu'elle rajeunit très fortement la population bruxelloise, et qui dit population plus jeune, va évidemment dire population avec un taux de natalité plus élevé. Déjà, c'est une population qui a une fécondité un tout petit peu supérieure, mais pas tellement, mais fécondité un petit peu supérieure, et en plus de ça, surtout, un rajeunissement, ce qui fait que même à fécondité identique, vous avez évidemment plus de naissances. Et ça, ce sont les petites barrettes noires qui donnent aussi un bilan très positif à la démographie bruxelloise. Et alors, ça se traduit par des structures parages à Bruxelles qui sont très particulières par rapport au reste du pays. Alors, vous avez tous les âges ici, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Quand vous êtes au-dessus de 0, ça veut dire que vous avez une surreprésentation de cette classe d'âge par rapport à la moyenne belge, et inversement, évidemment, en dessous de 0. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a une surreprésentation des 20-40 ans. Et comme il y a beaucoup de 20-40 ans, ben, il y a aussi leurs enfants qui sont là. Et ces enfants vont bientôt aller à l'école primaire, et puis vont bientôt aller à l'école secondaire, donc il faut des places dans les écoles. Alors ça, c'est pas la région bruxelloise qui paye, mais c'est la communauté française qui est tout aussi désargentée que la région bruxelloise. Et à l'inverse, ça vous fait une sous-représentation des gens de 40 à plus, mais en tout cas de 40 à 65 ans, c'est-à-dire ceux qui ont les salaires les plus élevés, et donc qui ont une base fiscale plus importante, mais ils sont moins nombreux qu'ailleurs. Et donc encore un problème de sous-financement de Bruxelles. Et je vais terminer par une dernière carte, qui est celle au-dessus à droite. Alors cette dernière carte, elle vous remontre cette dualisation sociale d'un autre point de vue, qui est le point de vue de la démographie. Alors vous avez en rouge les quartiers où il y a une surreprésentation de jeunes adultes avec leurs enfants. Ce sont les quartiers avec les populations immigrées, pauvres, niveau de chômage élevé, etc. Vous avez en bleu les quartiers où il y a une surreprésentation de jeunes adultes isolés, sans enfants. Ça, ce sont les gentrifieurs pour Mathieu Van Kreekingen qui vient d'arriver. Et vous voyez que ça va jusqu'au centre-ville. Alors, ceux-là ne payent pas encore beaucoup d'impôts non plus, parce qu'ils sont en début de carrière. Bon, et puis vous avez en vert une surreprésentation de personnes âgées. Alors, il y en a beaucoup qui commencent à mourir, là, donc ça veut dire qu'il y a une tendance des quartiers bleus à pousser vers le vert, et des quartiers rouges, d'ailleurs, à pousser vers le vert aussi de l'autre côté. Et puis, vous avez le vert foncé. Alors, le vert foncé, ça, c'est papa, maman et 2 enfants. C'est la famille classique de classe moyenne. Vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup à Bruxelles. Il n'y en a plus que dans des quartiers très riches. Parce que les autres, papa, maman avec 2 enfants, ben, pour trouver un logement tel qu'il
ambitionnent, ben, ils doivent sortir de Bruxelles et aller en périphérie. Et donc, si j'avais pu avoir aussi la carte pour la périphérie, là, vous auriez trouvé beaucoup de ce vert foncé, presque noir, hein, mais ils ne sont plus à Bruxelles. Et vous retrouvez évidemment toujours, on boucle en revenant toujours sur la faiblesse de la base fiscale qui est derrière tout ça. Voilà.